J'espère que tout roule pour vous vraiment. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une affaire qui en dit long, très long, sur le grand écart entre ce qu'on vit au quotidien en Algérie et ce que les dirigeants essaient de nous faire avaler avec leurs belles paroles. Vous savez, ce genre de rhétorique mielleuse, anesthésiante qui sert à nous bercer d'illusions. Ce vernis de transparence, ce refrain bien huilé du « tout va bien circuler, y a rien à voir ». On nous répète que la corruption est traquée sans relâche, que les liens troubles entre politique et magouille financière sont définitivement rompus, que l'époque où l'argent sale dictait les lois est révolue. Bref, un beau roman, un joli conte. Et pendant ce temps-là, la réalité, elle raconte une toute autre histoire. C'est cette dissonance qu'on va explorer à travers un exemple précis, révélateur, presque caricatural. Alors voilà, si vous deviez retenir une chose de la propagande Made in Tebboune, c'est que la lutte contre la corruption était censée être son arme fatale, son étendard, son cri de guerre. Il en a fait le socle de sa légitimité, le pilier de son storytelling présidentiel. Il s'est autoproclamé champion de la transparence, combattant intraitable du fléau mafieux. Et pour donner un vernis institutionnel à tout ça, paf. En 2020, sous sa propre constitution flambant neuve, on voit naître une belle usine à gaz administrative, la Haute Autorité de Transparence de Prévention et de lutte contre la corruption. Rien que le nom est un poème. Officiellement, cette entité est censée surveiller les institutions, garantir une gouvernance irréprochable et surtout traquer la moindre trace de magouille. Une loi signée et tamponnée en mai 2022 est même venue détailler son fonctionnement, sa composition, ses missions. Le hic, personne ne sait qu'elle existe. Elle est plus discrète qu'un agent secret. En Algérie, cette haute autorité est surtout haute en invisibilité. Tenez-vous bien parce qu'en juin 2023, le pouvoir algérien a sorti de son chapeau un décret présidentiel, le numéro 234 pour les amateurs de chiffres officiels. Ce décret venait peaufiner les détails croustillants sur la fameuse Haute Autorité de Transparence de Prévention et de lutte contre la corruption. Un complément à la loi de 2022, histoire d'expliquer noir sur blanc comment cette machinerie anticorruption est censée fonctionner. Son QG installé fièrement à Alger, évidemment, comme pour dire « Regardez, on prend ça au sérieux ». Cette entité a pour noble mission de faire briller la transparence, de fliquer la bonne gouvernance et d'assurer que les affaires publiques soient gérées comme un manuel d'éthique le prescrirait. Depuis juillet 2022, le navire est entre les mains d'une certaine Madame Salimam Sarati. Pas de panique si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. La HPLC, comme on l'appelle dans les couloirs du silence, n'a pas misé sur une figure emblématique de l'intégrité ou de la lutte anticorruption. Non, non. On ne l'a pas choisi pour sa notoriété dans ce domaine, ni pour son palmarès moral. Peut-être a-t-elle été sélectionnée pour d'autres qualités, qui sait. En tout cas, croisons les doigts. Espérons qu'au moins, elle est honnête. Sincèrement, on croise très fort les doigts. Alors soyons clairs, quand on se penche sérieusement sur une institution publique, surtout en Algérie pays, où les structures officielles pullulent parfois plus sur le papier que dans la réalité, on ne peut pas juste gratter la surface. Ces institutions souvent adossées à la Constitution elle-même, oui, rien que ça, reçoivent des fonds publics, ont des bureaux, des effectifs, du matériel, bref, tout ce qu'il faut pour fonctionner théoriquement. On leur assigne des missions nobles comme ici, faire barrage à la corruption, un chantier colossal. Mais voilà, derrière toute institution, il y a des visages, des noms, des décideurs. Impossible d'analyser sérieusement leur efficacité sans examiner de près ceux qui les dirigent. C'est pour ça que dans notre enquête, on s'est naturellement tourné vers la présidente en place. Et comme je le précise toujours, histoire qu'on soit bien d'accord, je n'ai strictement rien de personnel contre Madame Salati. Ce n'est pas un règlement de compte, c'est du journalisme. Ce qui nous intéresse, ce sont les circonstances de sa nomination, ce qu'elle a accompli et surtout ses liens opaques, pour ne pas dire troublants, avec quelques figures bien connues du pouvoir. Jetons maintenant un œil au parcours officiel de Madame Salimam Salati. Selon les documents, elle a vu le jour en 1975 à Havran, dans la région de Blida, une ville que je connais comme ma poche puisque j'y ai moi-même suivi tout mon cursus universitaire à Soumaha. Et franchement, salutations affectueuses aux habitants de Blida que je porte dans mon cœur. Havran n'est qu'à un jet de pierre de là, un petit coin bien connu du coin, assez actif,
Côté académique, son CV est plutôt linéaire licence en droit administratif, obtenu en 1990, suivi d'un CAPA en 1999 à Alger pour exercer la profession d'avocate. Puis elle poursuit avec un magistère en droit centré sur le Conseil constitutionnel, une structure qu'elle connaît si bien qu'on pourrait presque dire qu'elle en est devenue l'une des spécialistes. Avant que la Cour constitutionnelle ne vienne la remplacer en 2020, c'était son terrain d'expertise. Elle a également fréquenté d'autres universités comme celle de Zoug, puis s'est installée comme enseignante à Blida 2. À noter, Blida compte 2 universités distinctes. Blida 1, mon ancienne fac, et Blida 2, plus récente, inaugurée en 2013 dans le pôle universitaire flambant, Neuf d'Avran sous Bouteflika, aujourd'hui baptisée Université Ali Lounis. Elle commence donc comme simple enseignante et grimpe vite les échelons, très vite même. Certains diront qu'elle a été propulsée professeure à une vitesse éclair, un exploit, quand on sait que ce titre normalement nécessite des années d'expérience. Mais attention, je ne juge pas. Peut-être est-elle simplement brillante. Sur le plan académique, je ne conteste en rien ses compétences. Loin de là. Qu'on soit bien clair dès maintenant dans cette vidéo, on ne va pas remettre en doute les diplômes ou la carrière académique de Mme Salati. Ce n'est pas le sujet. Ce qui nous intrigue vraiment, c'est son mode de vie, son standing, son niveau de confort. Bref, des questions qui grattent là où ça fait mal et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais reprenons le fil de son parcours. Après avoir été professeure à l'université de Blida 2, où elle a même présidé plusieurs comités scientifiques jusqu'en 2018, elle gravit un échelon politique important. Elle est nommée membre du Conseil constitutionnel. Oui, ce même conseil qui est resté silencieux comme une tombe face aux mandats 4 et 5 de Bouteflika. Celui qui, au lieu de protéger la Constitution, a préféré détourner les yeux devant les dérives du pouvoir. Puis en pleine tourmente politique en octobre 2019, la voilà qui représente l'Algérie auprès de la Commission de Venise, un organe rattaché à l'Union européenne, censé veiller à la démocratie dans le monde. Joli symbole. Elle poursuit ensuite dans sa spécialité le droit constitutionnel encore et toujours, à tel point qu'elle aurait même été formatrice à l'Institut des droits de l'homme en Suisse dans le cadre d'un programme consultatif national. Suisse, hein? Pas rien. Et c'est ainsi qu'en 2022, elle prend les commandes d'une structure au nom pompeux, la Haute Autorité, oui, vous avez bien entendu, haute, chargée de la transparence et de la lutte contre la corruption. Et c'est là que le bât blesse. Comment expliquer qu'une carrière entièrement ancrée dans le milieu universitaire, aussi respectable soit-elle, débouche sur un tel niveau de vie? Voilà la vraie question. En Algérie, être enseignant universitaire, c'est plus souvent synonyme de galère que de prestige financier. Même ceux qui portent fièrement le titre de professeur doivent se contenter de salaires qui oscillent au mieux entre 15 et 30 millions de centimes. Avec un peu de chance, une prime par-ci par-là, et encore ça, c'est pour les plus chanceux. Les seuls à vraiment tirer leur épingle du jeu, ce sont les professeurs de médecine, ces rares spécimens qui jonglent entre les amphis et les blocs opératoires. Eux, parfois, gagnent même plus que certains ministres grimpant jusqu'à 50 ou 60 millions. Mais pour tous les autres, 25-30 millions au maximum selon les thèses encadrées ou les mémoires corrigées. Bref, on parle quand même de salaire en dinars, hein? Pas en dollars ni en euros. Maintenant, passons à la cellule familiale. Madame Salimam Salati, ou devrais-je dire Madame Jabar, puisque son nom de jeune fille, c'est Jabar et qu'elle porte le nom de son époux, est donc mariée à un certain colonel Jabar, haut gradé de la gendarmerie algérienne. Un couple 100% fonction publique. Bravo à eux, sincèrement. Ils incarnent l'Algérie qui travaille celle des serviteurs de l'État. Mais, et oui, il y a toujours un « mais » quand on dirige une institution censée incarner la transparence, surveiller l'éthique et traquer la corruption, il serait de bon ton de commencer par être un exemple soi-même. Avant d'exiger des comptes aux autres, il faut pouvoir rendre les siens. Et dans ce cas précis, la transparence ne devrait pas être une option, mais une obligation morale. Alors accrochez-vous bien, notre duo 100% fonction publique. Madame Salati et son cher colonel de mari ne vivent pas n'importe où. Leur petit nid douillet se trouve dans un coin ultra sélect entre Bir Kadem
et Saïd Hamdine, au sein d'une résidence privée au nom évocateur Résidence Al-Jinan. Rien que le nom, ça sent déjà le marbre poli et les haies taillées au millimètre. Ce n'est pas un simple immeuble, non. On parle ici d'un complexe d'une 60aine de duplex, des logements de 3 à 5 pièces, tous pensés dans les moindres détails pour offrir un confort digne d'un magazine d'architecture. C'est clairement un des lieux les plus huppés de la capitale, un sanctuaire pour les privilégiés d'Alger. Et qui est derrière cette merveille, un certain AMK Promotion, dirigé par Sofiane Abache, un nom qui pèse dans le game de l'immobilier de luxe depuis plus de 3 décennies. Ce monsieur n'a pas bâti des logements. Non, il a sculpté des œuvres d'art habitables. Dans ce quartier très chic entre Telemli et El Madania, vous trouverez tout ce qu'un appartement de standing peut offrir. Parking souterrain, dernier cri, vidéosurveillance, 24/7 ascenseur silencieux, cuisine et salle de bain équipées façon hôtel 5 étoiles sans oublier les agents de sécurité à l'entrée. Du luxe du vrai, pas pour tout le monde. Bienvenue dans le monde feutré du très haut standing. Oui, vous l'avez compris, on parle ici de la crème des résidences à Alger. Al-Jinan, ce n'est pas juste du luxe, c'est du ultra-luxe, ou comme certains disent, du UP-UP. Et ce qui la rend si spéciale, presque tous les logements sont des duplex, des appartements à 2 niveaux. Autant vous dire que ça ne s'adresse pas au commun des mortels. D'après nos recherches, l'appartement qu'occupe Madame Salima Salati et son époux, le colonel Jabbar, dépasse allègrement les 10 milliards de centimes. Oui, vous avez bien entendu, 10 milliards. En valeur officielle, ça fait environ 6 600 €, mais ça c'est pour les naïfs. En réalité, avec le taux parallèle, on flirte plutôt avec les 350 000 €. Et là, une question se pose toute simple, toute bête, comment un couple de fonctionnaires a-t-il pu s'offrir ça? D'un côté, lui, c'est colonel dans la gendarmerie. Son salaire tourne autour de 15 à 20 millions de centimes. De l'autre, elle est prof à la fac, on va être généreux et dire 30 voire 40 millions. En additionnant large, on arrive à 60 millions par mois à 2. Et encore, il faut vraiment forcer sur les chiffres. Ça fait à peine, et j'insiste à peine, un revenu annuel de 700 à 800 millions, même pas 1 milliard par an. Alors, à moins d'avoir gagné au loto administratif, on a bien du mal à comprendre comment ils ont pu sortir autant de cash pour un bien de ce standing. Mais alors, comment ce couple modèle a-t-il bâti son petit empire immobilier? Ils ont vécu, ils ont consommé, ils ont profité de la vie comme tout le monde? Non. Pourtant, pour s'offrir un appartement à plusieurs étages dans un complexe aussi chic, faut pas juste mettre de côté son salaire, faut carrément économiser en dinars pendant une éternité. Selon nos estimations, et on a été très gentil, un bien de ce standing dans cette résidence atteint facilement les 13 milliards de centimes. Et ce n'est pas une hypothèse abstraite, c'est précisément le type d'appartement que Madame la présidente de la Haute Autorité de Transparence occupe. Oui, entre 10 et 13 milliards, rien que ça. Et là, forcément, des questions viennent frapper à la porte. Est-ce qu'elle a fait des missions à l'étranger grassement rémunérées? Est-ce qu'elle a reçu des per diem en devises et s'est construit un petit matelas d'économie bien costaud? Peut-être un prêt bancaire miraculeux validé sans même cligner des yeux? Tout est possible, bien sûr. Mais une chose est sûre, cet appartement, on ne parle pas d'un T3 classique, mais d'un bien très haut de gamme. Et pour des fonctionnaires, ça reste, ambitieux. En règle générale, chez nous, en Algérie, les ASO responsables ne dorment pas à l'hôtel ni ne cherchent sur Airbnb. Non, eux, ils sont logés par la République. Ministres généraux, hauts fonctionnaires, patrons des services sensibles. Tous ces beaux mondes ont droit à des logements dits de fonction. Et la crème de ces logements, c'est bien entendu le célèbre Club des Pins. Un petit coin de paradis bien gardé où l'État s'occupe de toute sécurité renforcée, personnel de cuisine, ménage quotidien, hygiène irréprochable. On y trouve même des plages privées, des centres de fitness réservés à l'élite. Et tenez-vous bien, un projet de thalassothérapie est dans les tuyaux, rien que ça. C'est le spa version institutionnelle. Mais attention, comparaison n'est pas raison de dire qu'Al-Jinan est plus luxueuse que Club des Pins. C'est un peu comme comparer une villa privée à un palais gardé par l'armée. Club des Pins, c'est une bulle ultra sécurisée, pensée et financée par l'État, avec des villas officielles d'anciennes résidences coloniales,
quelques propriétés privées pour les VIP hors système. Mais la majorité, ce sont des logements d'État construits sur mesure pour les élites. Bref, un monde à part, fermé, surveillé et surtout inaccessible aux citoyens lambda. Alors oui, on pourrait s'amuser à sortir les chiffres exacts, le nombre de logements, la superficie, le nombre de résidents VIP. Mais très franchement, ce n'est pas ça le vrai sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que la résidence Al Jinan, ce n'est pas un simple ensemble immobilier. Non, c'est un havre de paix réservé à la crème de la crème, un cocon privé pour ultra privilégiés. Un endroit où l'on ne croise pas de simples cadres, encore moins de petits fonctionnaires. Et pourtant, devinez qui est propriétaire dans ce petit coin de paradis, Madame la Présidente de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Oui, vous avez bien entendu, la chef suprême de la transparence nationale habite dans une résidence de luxe achetée pas louée. Et surtout, ce n'est pas un logement de fonction, ce n'est pas l'État qui lui a offert les clés. Elle en est propriétaire. Voilà. De notre côté, on mène une enquête, un travail journalistique sérieux, posé, documenté. Mais évidemment, comme on pouvait s'y attendre, aucune réponse. Pourquoi ? Parce que dès qu'on touche à certains sujets ou qu'on prononce le mot Algérie, tous les responsables affiliés au régime de Tebboune disparaissent des radars. Ils ont reçu une consigne claire, ne jamais répondre. Nous sommes classés automatiquement dans la catégorie des ennemis du pays, pas du régime, non du pays. Oui, chercher la vérité, poser des questions gênantes, c'est devenu suspect. Pourtant, ce qu'on demande ici est d'une simplicité déroutante d'où vient l'argent. Puisque ni mes emails ni mes appels ne trouvent preneur silence radio complet, je profite donc de cette vidéo pour m'adresser directement à Madame Salima Salati et à son mari, le colonel Jabbar. Une seule question très claire, très basique, comment avez-vous fait tous les deux pour vous offrir un duplex aussi luxueux dans l'une des résidences les plus chères d'Alger? La fameuse résidence Al Jinan, c'est pas une résidence moyenne gamme avec vue sur les feux rouges. Là, on parle d'un standing stratosphérique où les appartements peuvent aller de 9 à 13 milliards de centimes selon les finitions et le nombre de pièces. Et ce n'est pas juste la rumeur, vous êtes propriétaire, pas locataire. Ce n'est pas un logement d'État ni une faveur discrète. Non, c'est un bien privé, acquis, payé. Et quand on sait que madame est censée incarner la lutte contre la corruption, eh bien oui, ça pique. On ne peut pas prêcher la transparence tout en laissant des zones d'ombre aussi énormes dans son propre patrimoine. Je le dis franchement, si madame Salati avait monté sa boîte, lancé une start-up, fait fortune dans les affaires ou même hérité d'un empire familial, j'aurais compris. Là, rien à dire. Même si l'appart valait 5 ou 6 milliards, j'aurais pu me dire, bon, elle et son mari ont bien bossé, ils ont épargné peut-être, pris un crédit immobilier et voilà. Cas classique. Mais là, on parle d'un bien estimé entre 10 et 13 milliards. Et ça change tout. Parce que pour atteindre ce niveau de propriété, il ne suffit pas de toucher un salaire de prof ou d'officier de l'État. Même avec 20 ans de carrière, en mettant chaque centime de côté, tu accumules quoi ? 1 ou 2 milliards dans le meilleur des cas. Tu ajoutes un crédit raisonnable et tu peux viser un appartement à 5 à 6 milliards. Mais au-delà de ça, là on entre dans une autre catégorie, celle des gens qui ont accès à des fonds bien plus généreux que ceux de la fiche de paie. Et ça mérite des explications. Dans le monde réel, celui où les banques demandent des garanties et ne distribuent pas des milliards à l'aveugle obtenir un prêt de 10 milliards de centimes, ça ne se fait pas avec un simple sourire et une carte d'identité. À moins, bien sûr, d'avoir un apport costaud, disons 2 ou 3 milliards minimum. Et encore, il faut aussi un profil en béton armé. Alors, sauf si une intervention bien placée a débloqué le feu vert bancaire, on se demande comment ce crédit a pu être validé. À moins qu'il ne s'agisse pas d'un prêt du tout, mais d'un achat au comptant, grâce à des fonds venus d'on ne sait où. Peut-être des liens du piston ou même des revenus accumulés dans des circonstances, disons, brumeuses. Attention, je n'accuse personne. Je ne dis pas que Madame Salati et le colonel Jabbar sont corrompus. Je n'ai aucune preuve formelle. Je fais ce que tout bon citoyen ferait, poser des questions légitimes face à une situation pour le moins inhabituelle. Et si les doutes persistent, c'est aussi parce que le contexte prête à confusion. Madame Salati n'est pas arrivée à ce poste par tirage au sort.
Non, elle a été nommée par un certain BAM, plus précisément le directeur de cabinet Abdido, un nom bien connu dans les cercles du pouvoir. Un personnage haut en couleur dont les affaires sentent parfois plus le soufre que la lavande soupçon de corruption, enrichissement personnel, accéléré, relations très proches avec des milieux d'affaires pas toujours très nets. On parle de villas, de deals flous, de fortunes accumulées sous couvert de fonctions officielles. Et c'est cet homme-là qui a propulsé Madame Salati à la tête de l'autorité anticorruption. Difficile dans ces conditions de ne pas voir poindre quelques conflits d'intérêts. Alors tenez-vous bien parce que la suite vaut de l'or littéralement. L'homme qui a parrainé la nomination de Madame Salati, alias Monsieur BAM, ne se contente pas de jouer les coulisses du pouvoir, non. Il occupe également un rôle stratégique en tant que relais officiel entre l'État algérien et les investisseurs étrangers ou locaux. Quand une entreprise, qu'elle soit nationale ou internationale, se retrouve bloquée dans un projet, un litige ou une autorisation qui traîne, c'est à lui qu'elle doit parler. Monsieur débloque tout, si vous voulez. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est son rapport, disons, particulier à l'immobilier. Exemple croustillant, sa villa personnelle aurait été achetée par un ancien promoteur bien connu, Ben Milissa, pour une somme rondelette autour de 10 milliards de centimes, alors même que la valeur réelle du bien, selon les estimations, ne dépassait même pas la moitié. Une sorte de générosité immobilière entre amis. Et ce fameux promoteur, évidemment, aujourd'hui en fuite à l'étranger depuis plus d'1 an. Coïncidence, bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Monsieur BAM est également célèbre pour ses accointances bien huilées, avec des figures influentes comme Toufik Hakar, l'ex-patron de Sonatrach, ou Kamel Moua, sans oublier tout un réseau d'hommes d'affaires bien placés. Et si vous avez des doutes sur son mode de vie, jetez donc un œil à son fils Nordine, que ce soit en Espagne, en France ou en Algérie. Le garçon mène une vie de luxe totalement décomplexée. Villas, voitures, soirées, grand standing, rien ne manque. Et tout ça, ce ne sont pas des ragots, c'est du déjà documenté et déjà dénoncé. Mais étonnamment, personne ne bouge. Écoutez, soyons clairs, avoir un goût prononcé pour l'argent, l'aisance, les belles choses, ce n'est pas un crime. Ce n'est même pas un défaut. Tout le monde rêve d'aisance financière et chacun a le droit d'aspirer à une vie confortable. Si vous êtes entrepreneur, consultant indépendant à votre compte dans le privé, faites-vous plaisir, faites de l'argent, devenez millionnaire si vous le pouvez. Sincèrement. Mais quand on porte l'uniforme de l'État, quand on vit de l'argent public et qu'on est en plus celui qui désigne les gardiens de l'éthique, là, il y a comme un bug dans le système. Et c'est exactement le cas de BAM, l'homme qui a parrainé, appuyé et propulsé Madame Salati à la tête de l'organe national censé lutter contre la corruption. Oui, lui-même qui semble nourrir une passion un peu trop visible pour l'argent et les privilèges. Lorsqu'on choisit de servir l'État, on accepte implicitement un contrat moral à être exemplaire. Ce contrat implique de justifier l'origine de sa fortune, de sa maison, de sa voiture et de tout ce qui compose son petit patrimoine personnel. Parce qu'on parle ici de salaire public, et en Algérie, tout le monde le sait, les traitements des fonctionnaires ne font pas rêver. Ce sont des revenus modestes et c'est bien pour ça qu'un train de vie démesuré ne passe pas inaperçu. Quelqu'un qui possède un bien immobilier de 10 à 13 milliards de centimes, ce n'est pas un simple salarié. C'est une personne qui dispose déjà d'un capital solide de sources de revenus diversifiées, de ressources importantes. Parce qu'il ne suffit pas d'acheter un appartement, il faut aussi vivre dedans, le meubler, s'habiller, nourrir une famille, entretenir une voiture. Bref, un vrai coup de vie de privilégié. Et à ce niveau-là, la question n'est plus combien ça coûte, mais d'où ça vient. Avant même de songer à acheter un appartement à 10 voire 13 milliards de centimes, il faut déjà être capable d'entretenir un mode de vie qui va avec. Et à ce niveau-là, on ne parle plus de simple confort, mais carrément d'un train de vie princier dans un pays où la majorité tire le diable par la queue. Or, ce genre de vie fastueuse, censée être incompatible avec les standards de la haute fonction publique, colle très mal avec le message que le régime de Tebboune tente désespérément de vendre au peuple, celui d'un État modeste épuré dirigé par des responsables déconnectés du luxe vaccinés contre la corruption et répugnés par l'argent sale. Franchement, entre le storytelling et la réalité, l'écart est devenu gênant.
Si encore elle résidait dans un logement d'État à la résidence Club des Pins, on pourrait comprendre logement de fonction encadré surveillé. Mais là, désolé. Un bien immobilier aussi luxueux, payé avec quel fonds? Voilà une question qui dérange, mais qui doit être posée. Face au refus de répondre des dirigeants, nous, à Algéripar, avons instauré une nouvelle habitude, parler en public quand ils se taisent en privé. À chaque silence, une émission. À chaque mur, une question. Et chaque citoyen algérien devient témoin direct. Oui, vous, chers compatriotes, vous êtes nos témoins. Nous avons tenté de joindre Madame Salimam Salati. Nous avons posé des questions précises, claires. Et ce n'est pas un caprice. C'est une demande légitime car elle est censée être en première ligne dans la lutte contre la corruption. Or, quand son propre patrimoine soulève des doutes, quand son mode de vie semble déconnecté de ses fonctions quand elle ne répond pas, cela devient une affaire publique. Parce que dénoncer l'enrichissement illicite, surveiller l'usage de l'argent public, protéger l'intégrité des institutions, c'est exactement ce pourquoi elle a été nommée. Et donc, oui, elle doit montrer l'exemple, pas se cacher derrière les grilles dorées de ses duplex. Dans une république qui prône la transparence, il semblerait que la toute première à devoir montrer patte blanche, c'est justement celle qui est censée la faire respecter. Madame Salimam Salati, universitaire de carrière, ex-membre du Conseil constitutionnel, et désormais à la tête de la haute autorité de lutte contre la corruption, devrait plus que quiconque nous éclairer sur un détail qui pique la curiosité. Comment une fonctionnaire payée à l'échelle algérienne a-t-elle réussi à s'offrir un duplex somptueux dans une résidence huppée entre Berkadem et Saïd Hamdine, même avec des primes qu'on ne connaît pas vraiment à moins qu'il y ait des super bonus secrets au Conseil constitutionnel? Même en forçant un peu sur les chiffres, on est loin du compte. Les salaires dans la fonction publique plafonnent rarement au-delà des 40 ou 50 millions de centimes par mois. Alors un bien estimé entre 10 et 13 milliards de centimes, soit bien plus de 660 000 euros, ça interpelle. Et non, ce n'est ni une accusation ni une attaque personnelle, c'est ce qu'on appelle du journalisme d'investigation. Et les questions que nous posons, elles sont simples, claires et légitimes. Car oui, lorsqu'on prêche la vertu, il faut aussi vivre en accord avec ses propres prêches.